Bonsoir à tous et à toutes. On va parler de féminin et de masculin et peut-être aussi d'une société non binaire. C'est les thèmes que l'on va aborder à partir de cet intitulé, le crépuscule des genres, donc qui est peut-être un peu crépusculeux comme titre, je ne sais pas, on en parlera peut-être. Mais l'animation qui assure la modération de cette table ronde, journaliste également, pourra présenter les différents intervenants qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir. Merci à vous tous d'être présents pour nous parler de ce sujet. Certains d'entre vous ont peut-être suivi ce thème autour du féminin et du masculin. Donc on arrive à la fin du thème. On a déjà abordé pas mal de thèmes. Mais là, on voulait parler de la jeunesse aussi ce soir et de peut-être ce qu'elle amorce. On se posera la question d'une société qui... Alors on a parlé de frontières, mais en même temps, est-ce qu'on va parler de frontières ? Enfin, on parlera de tout ça... voilà, et on nagera ensemble, mais sans couler. Et juste quelques mots pour vous annoncer aussi les événements à venir. Il nous en reste quelques-uns avant la fin du mois. Avec Mezzanotte qu'on présente, donc qui est un film qui est récent, mais qu'on a peu vu dans les salles de cinéma, donc on a souhaité vous le représenter. Mezzanotte qui nous amène sur l'île de la Sicile avec un jeune garçon androgyne qui donc fuit sa famille qui n'est pas forcément aidante dans son parcours. Et on va suivre le parcours de ce jeune homme. Et ensuite, donc la semaine suivante, un autre film, Les Garçons Sauvages, donc qui est plus dans un univers onirique, mais qui aborde aussi la question du féminin et du masculin. Vous le verrez donc de façon assez belle, parce que le film est très plastique aussi. Également le projet Homo Sapiens, donc qui est voilà, comme le titre vous le verrez, donc qui aborde le sujet de façon également humoristique, le sujet de l'homosexualité, le sujet de l'homophobie surtout, et puis aussi bien sûr la question du genre, avec également l'intervention d'un chercheur à l'issue de la pièce pour qu'on puisse en discuter encore une fois tous ensemble. Je rappelle également le format de cette soirée qui est un temps d'échange entre vous, chers intervenants, mais également avec vous, cher public. Donc voilà, que n'hésitez pas bien sûr tout au long de la table ronde et puis peut-être plus vers la fin, mais à poser toutes vos questions ou simplement vos remarques. Voilà. Bonne soirée à tous. On en profite. J'ai la bouche pleine. J'en profite pour faire 2-3 annonces en dehors du thème féminin-masculin, quoique ce soir vous êtes ici, mais demain on a 2 représentations jeudi parce que c'est un coup de cœur, c'est pas du tout pour... on a un très beau Macbeth sarde que j'ai eu la chance de voir en Sardaigne la saison dernière. C'est un lien puisque tous les comédiens sont des hommes, y compris Lady Macbeth et les sorcières, mais bon, le lien est... est assez... voilà. Voilà, je vous le conseille, c'est demain aussi. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'on se retrouve en juin pour le Libertéville, donc dans le centre historique de Toulon, des projections, des concerts, des spectacles de rue pendant tout le mois de juin. En juillet, spectacle festival à Château-Vallon, l'amphithéâtre. La nouveauté cette année, c'est vraiment de démarrer dès 18h avec des balades nature, avec des programmations artistiques gratuites avant la programmation de l'amphi. Donc des petits formats artistiques dans la nature pour redécouvrir un peu ce site. Et les lancements de saison, Château-Vallon Liberté, donc c'est dimanche et lundi. Dimanche à Château-Vallon, lundi aux Libertés, sachant que comme on mêle un petit peu les 2 saisons pour la première fois, les 2 présentations ne seront pas les mêmes. Et au cours des 2 présentations, on va présenter différemment des spectacles Château-Vallon, Liberté. Donc, c'est vraiment pour les fans absolus. Vous pouvez venir 2 soirs de suite. A priori, vous ne verrez pas la même chose. Voilà, je vous maintenant place à la table ronde. Merci. Merci Pascal. Merci. Ouais. Une table ronde tombola, mais on n'en est pas encore là. Ça viendra peut-être au Toblerone. Ça peut venir aussi. Le Liberté est bien connu. Vous le connaissez pour... mêler les genres déjà artistiques, mêler les choses tout court, et on est ravis, je pense, d'être là. Je le sais, en fait, on est ravis. Voilà, on est ravis d'être là. Oui, c'est vrai, on est ravis. Voilà, donc on va partir sur un format effectivement d'1h30 à peu près, qui peut un petit peu déborder, comme le sujet qui nous anime ce soir, il va déborder. Nécessairement, il va déborder. Vous avez tous et toutes probablement lu le pitch de cette table ronde.
On a essayé de circonscrire un petit peu ces questionnements qu'on va se poser tous ensemble sur le féminin et le masculin, plutôt anglais sur la culture et aujourd'hui. Voilà, ça fait beaucoup de données, mais toutes ces données sont importantes pour qu'on puisse en tout cas discuter tous ensemble. Je voulais vous faire écouter une chanson d'Eddie de Pretto pour commencer cette conférence, cette table ronde. Tout le monde connaît, qui connaît Eddie de Pretto? Ok, comme quoi il est effectivement transgénérationnel. La preuve en est par vos réponses. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on parle de jeunes ce soir, mais en fait, on va parler de bien autre chose que les jeunes, parce qu'on sait très bien que c'est déjà une classe, une norme qui déjà est un petit peu trop enfermante. Donc, tout à fait. Eddie de Pretto est un artiste transgénérationnel. Ah, non. En toute bienveillance, tout va bien se passer. Ah non, tout à fait. Il est transgénérationnel, donc écouté et connu de tous. Donc c'est Mon Kid, que vous connaissez peut-être aussi, cette chanson qui est magnifique, sur la transmission d'un père à son fils étant Eddie de Pretto, sur la question de qu'est-ce qu'être un homme, finalement. Et lui, sa réponse, de dire un homme, papa, c'est pas tout à fait ce que tu t'étais imaginé, et de lui répondre avec beaucoup de sensibilité. Voilà, je paraphrase la chanson d'Eddie de Pretto. Je vous laisse la découvrir ou la redécouvrir après cette table ronde. Et c'était une bonne introduction, je crois, pour parler de tout ce qui va nous animer ce soir, c'est-à-dire de normes, de transgression de normes, de transmission aussi sur le féminin et le masculin, et d'essayer en fait de se questionner, vraiment de se questionner ce soir ensemble. D'abord avec nos intervenants et intervenantes que je vais vous présenter, et puis ensuite ensemble, vraiment, j'insiste sur ce mot, sur ce que serait le masculin, ce que serait le féminin aujourd'hui, et surtout sur la question du mouvement. Pascal et Tiffaine évoquaient ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de transfuger, de dépasser toutes ces questions-là, parce qu'on pense en tout cas que tout ça est en train de bouger, et vous le pensez aussi. Et ça bouge tous les jours, voire toutes les heures. Et voilà, essayer de cerner ce sujet à aujourd'hui, sans s'empêcher bien évidemment de faire des allers-retours entre le passé, qui éclaire bien évidemment le présent et l'avenir. Voilà pour cette introduction sans musique, mais musicale. J'ai essayé en tout cas que ce soit le cas. À mes côtés, Cordélia, juste ici, auteure, chroniqueuse littéraire, youtubeuse, militante queer et féministe. C'est juste ? C'est juste. Juste à côté, Karine Lambert, maîtresse de conférence à l'Université de Nice, historienne du genre, mais pas que. Alors je peux dire mais pas que pour tous nos intervenants et puis pour nous tous autour de la table, parce qu'on a plein de casquettes, et c'est ça aussi qui est intéressant. Manon Renaud, avec nous, juste là, qui est journaliste dans le domaine plutôt de la mode, mais pas que. Mais pas que, c'est intéressant aussi de le souligner. Et puis Nicolas André, qui est fondateur de Accompagnement Masculin, qui est un site, un blog ou un site ? Un site ? Un ensemble de ressources. Voilà. Mais pas que non plus, parce qu'il s'est reconverti, il va en parler justement sur son parcours et son cheminement. Donc vous l'aurez compris, ce soir, on est dans le cheminement, on est là pour parler de mouvement et de tout ce que ces questions aujourd'hui suscitent, parce qu'elles suscitent évidemment beaucoup de mouvements. On a employé juste avant, on va pas se mentir, on s'est vu, hein, on a bu un petit verre, tranquillement mais sûrement, et on a parlé de tectonique des plaques. Hein, ça c'est un mot qui m'a bien plu, parce que cette question-là, du féminin et du masculin, peut être résumée à ça. Ça se confronte, ça s'oppose, ça se comprend, ça se comprend pas forcément toujours. Donc là, on est là pour tout simplement échanger. On va discuter un petit peu ensemble et puis on ouvrira assez rapidement les questions pour que vous puissiez participer évidemment à cet échange. Le mouvement, c'est ensemble ou c'est rien. Voilà. Alors peut-être la première question que je voulais poser, c'était vous avez tous un micro ? Je vois qu'un micro. Ah voilà, on va se le partager. Super, 2 et 2. Ah oui, on partage tout, même les micros. C'est très bien. Je voulais peut-être commencer avec vous, Karine Lambert, parce que, évidemment, et on l'a vu et on le voit peut-être aussi dans nos échanges, et vous le voyez au quotidien, cette question du féminin et du masculin, alors dans la culture, mais qu'est-ce que la culture ? Là aussi, c'est un vaste programme. L'histoire, c'est la culture aussi. La culture, c'est de l'histoire. Donc tout ça se mélange et c'est tant mieux. Quand on vous pose la question, parce qu'on doit vous la poser, vos étudiants et étudiantes aussi, de ce qu'est le masculin et qu'est-ce que le féminin. Parce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Difficile d'y répondre, parce que ça bouge. Qu'est-ce que c'est dans le passé ? Ça bouge aussi. Et ça n'arrête pas de bouger depuis des siècles et des siècles. Je crois que vous avez répondu, en fait. Ouais. Et alors, comment aujourd'hui, vous définiriez en fait, déjà de le dire que le féminin. féminin et le masculin, ce sont deux catégories. Qui sont des catégories mouvantes en fonction des périodes, à la fois des périodes historiques et évidemment en fonction des cultures, et qu'on ne va pas qualifier comme féminin
aujourd'hui ce que l'on pouvait qualifier d'hier, de féminin. Moi, je donne régulièrement des images qui relèvent d'ailleurs de la culture et de l'histoire des arts pour bien se mettre ça en tête. Quand on regarde Louis XIV en majesté, qui était donc Louis le Grand, au XVIIe siècle, eh bien, il a des cheveux longs, il a des talonnettes, il a des costumes pleins de rubans et de dentelles dans un mauve chatoyant. Autant de signaux, en tout cas aujourd'hui, qui pourraient davantage qualifier de féminin dans les représentations communes qu'on pourrait avoir de ce qui relèverait plutôt d'un univers féminin. Et tout à l'heure, on parlait d'ailleurs à propos même des thèmes à venir, de la question du cheval. Et je disais que le cheval a longtemps été l'apanage masculin, parce que le cheval, ça servait à faire la guerre, ou ça servait à l'agriculture. Et en tout cas, c'était de l'univers masculin. Et aujourd'hui, le cheval, c'est davantage l'animal fétiche des petites filles et un animal qui renvoie davantage au féminin. Preuve en est, c'est dans les compétitions internationales du CIO, une des seules épreuves qui est mixte, les compétitions d'équitation, même si évidemment il y a une différence de représentation au niveau professionnel entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup plus de femmes chez les amateurs et beaucoup moins chez les professionnels. Mais reste que, donc déjà la première chose, c'est de dire que féminin et masculin, c'est mouvant. Et ça, en tout cas, c'est ce que les études de genre nous permettent en tout cas de comprendre et d'appréhender, et donc de sortir de cette idée que ce qui était vrai hier le demeurait aujourd'hui. Et ça, c'est l'apanage aussi de l'historienne, puisque c'est évidemment une pratique et qui fait qu'on regarde toujours de toute façon derrière pour éclairer aujourd'hui. Et ça, on va évidemment poser ces questions-là. Pour parler d'aujourd'hui, parce qu'on a décidé aussi ensemble de définir un petit peu des mots qui se fritent, qui choquent, qui parfois entraînent, voilà, dans l'actualité, vous la suivez tous et toutes, des moments de friction, voire d'incompréhension, voire de non-sens. La question des définitions aussi, du sexe et du genre. Alors, on est souvent dans ces discussions-là, mais peut-être d'y revenir aussi. Et moi, j'aimerais demander à chacun de nos intervenants et intervenantes peut-être ce qu'ils entendent par ces définitions-là. Manon ou Cordélia ou Nicolas, le premier qui attrape le micro. Ouais, Manon. Manon, alors après, effectivement, avec peut-être une vision de la mode aussi par-dessus tout ça, mais sexe et genre, pour vous, c'est quoi ? Alors, je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir eu pas mal de théories qui ont été répandues dans le public et qui permettent finalement de dissocier ce que peut être la définition qu'on nous donne à la naissance d'un sexe biologique, et après d'un genre qui serait construit culturellement et à travers des représentations culturelles qu'on a tous incorporées, selon, effectivement, qui sont mouvantes selon un pays, selon une classe sociale. Et ben, ces représentations de genre, on les a incorporées et on les rejouerait quelque part malgré nous. Donc finalement, il y a un sexe biologique, on associe une idée de ce que devrait être une fille à la naissance, donc on va lui proposer tel répertoire, on va lui proposer tel vêtement, on va lui proposer telle activité, et on va en proposer une autre au garçon, même si effectivement à l'heure actuelle ça évolue peut-être et ça change. Justement, c'est l'objet du débat, de voir comment ça évolue, quoi. Ouais. Tout à fait, on va avancer en fait, cheminer. C'est pour ça qu'on a remplacé un peu aussi en off, et bon, on vous partage le off, les frontières et les limites par du mouvement, parce qu'on trouvait que c'était déjà peut-être quelque chose qui était un peu trop fermé pour commencer la discussion. Nicolas, peut-être Nicolas André, prendre la parole là-dessus. Oui, Nicolas de court, ça. Nicolas, pas de problème. Moi, bon, ce que vient de dire Manon, pour moi, ça correspond tout à fait à ce que je ressens, hein, de la différence qu'il y a entre le sexe qui est uniquement biologique et le genre qui est plus sociétal, culturel, et sur des modèles de comportement, mais pas des modèles biologiques. Par contre, je voulais juste refaire un petit retour arrière sur le début de la discussion sur le masculin, sur le féminin. Moi, je voudrais introduire un concept peut-être un petit peu différent, qui est de rattacher le masculin et le féminin à ce que je vais appeler moi des énergies, c'est-à-dire des façons d'être, des façons de se comporter. C'est-à-dire que ce n'est rattaché ni à un genre, ni à une sexualité, ni à une biologie. Et ce qui permet en plus derrière de considérer que le brassage qu'un homme peut porter énormément de féminin et qu'une femme peut porter énormément de masculin, d'accord ? Et que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la société, c'est justement la reconnaissance de l'existence de ces différentes existences de pourcentage de masculin ou de féminin dans un être humain, d'accord ?
Pour moi, par exemple, le masculin, alors pour parler un peu d'énergie, pour moi, le masculin, prendre une énergie de prédateur, c'est une énergie masculine. C'est une énergie masculine. Il peut y avoir des femmes qui ont une énergie masculine. Une énergie féminine, c'est recevoir, pour moi, ce n'est que ma vision des choses, je ne dis pas que ça correspond à une vérité absolue, c'est recevoir. Et effectivement, il peut aussi y avoir des hommes qui vont être dans cette énergie féminine. Donc l'acceptation de cette transformation, ce n'est pas tellement une transformation qui a lieu aujourd'hui, c'est une reconnaissance du fait que des êtres humains, parce qu'on appartient tous d'abord à un genre qui est humain, peuvent porter des énergies différentes et avec des pourcentages différents entre le masculin et le féminin. Bien. Alors, on va réagir là-dessus ensuite, mais peut-être Cordelia qui n'a pas eu la parole sur cette question du sexe et du genre pour passer rapidement au reste. Mais oui, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Manon, sans surprise. Après, j'apporterai peut-être une nuance sur la notion de sexe qui, on pourrait penser, est très biologique et très carré et scientifique, mais en fait le sexe c'est aussi une construction. On a construit 2 sexes sur la base d'organes génitaux externes la plupart du temps, et à la base c'était ça, hein. Il y avait les vulves et les pénis, et on s'est dit allez, ça fait 2 quoi globalement, mais en fait on se rend compte aussi aujourd'hui que tout ça, c'est aussi construit, qu'il y a beaucoup plus de variété dans le sexe biologique qu'on le pense. Il y a les caractères sexuels primaires, secondaires, les hormones. Enfin voilà, il y a plein de variétés. Et je voyais, il y avait le livre de Anne Foster-Sterling à l'entrée, là, Les 5 sexes, justement, qui étudie cette construction du sexe comme étant binaire, ce qui n'est en réalité peut-être pas aussi simple que ça, ne serait-ce que d'un point de vue biologique. Cette binarité, et Karine, je vais vous laisser rebondir là-dessus, mais cette binarité, effectivement, elle est aujourd'hui déconstruite à plein d'endroits. En tout cas, on essaie de la déconstruire d'une certaine manière. On parlait aussi alors, j'allais dire Béatrice Preciado, mais c'est Paul Preciado aujourd'hui, que vous connaissez peut-être, qui a transitionné, c'est comme ça qu'on peut dire, hein, qui est devenu un homme, mais qui finalement se définit ni comme un homme, ni comme une femme, ni comme hétéro, ni comme homosexuel. Et je pense que ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est cette presque confusion du genre, mais qui pose d'autres problématiques. On reviendra sur le queer aussi, parce que ça c'est un mot important et qui vous tient à cœur, Cordelia, pour le coup. Mais est-ce qu'on est dans une confusion du féminin et du masculin, Karine, ou est-ce qu'on est dans une réinvention perpétuelle de ces concepts-là, finalement? Alors déjà, il faut savoir que le sexe féminin apparaît au XVIIIe siècle. Alors on dit comme ça, c'est un peu brutal, parce qu'on se dit oui, avant. Eh bien avant, il n'y avait qu'un seul sexe, qui était le sexe masculin, le féminin n'étant considéré comme le dégradé du masculin. Donc c'est les travaux de Thomas Lacker. Alors ça s'explique bien, hein, c'est tout simplement que lorsqu'on regarde des planches anatomiques telles qu'elles ont été construites à partir de l'Antiquité, en fait on se rendait compte que la cavité vaginale était comme un pénis rentré. Et du coup, on a pensé qu'il y avait donc un télos, le masculin, et que les femmes, finalement, c'était un homme inachevé. C'était un homme raté. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans Garçon manqué, c'est ça qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que c'était un pénis qui n'était pas allé au bout de son développement et qui était resté à l'intérieur. Et donc, les femmes étaient dans cette posture de dégradé du masculin. Et donc, on ne pensait finalement qu'un seul sexe, même si effectivement, on avait des désignations pour dire femme, pour ces hommes ratés, finalement. Et c'est à partir du XVIIIe siècle, donc on a cette séparation, en tout cas en Occident, entre 2 sexes. Et donc c'est vraiment là la preuve, et c'est ce que les études genre prouvent, hein, c'est-à-dire que le genre, en tout cas dans le monde académique, c'est en gros un outil pour penser les sexes. Le sexe, les rapports de pouvoir, les rapports de domination, et donc cette construction socio-culturelle de sexe. Et donc on arrive presque à mettre une date de naissance à cette bicatégorisation, à ce binaire, c'est le XVIIIe siècle. Le moment d'ailleurs où on va classer non seulement les hommes et les femmes, mais aussi on va racialiser, on va classer les noirs, les un peu moins noirs, et puis évidemment au-dessus on mettra les blancs, enfin bref. Donc c'est le moment où on va catégoriser, classer toute la population et sortir de cette unité, en tout cas de ce que pourrait être le genre humain. Et donc on peut se dire qu'à partir du moment où on a construit, on peut déconstruire. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des études genre, c'est aussi l'enjeu dans d'autres espaces, notamment dans l'espace culturel, que d'essayer de déconstruire ce féminin et ce masculin. Reste que ça résiste, et que pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, on n'est non pas dans un mouvement collectif qui irait vers une sortie de cette bicatégorisation, de cette binarité,
mais bien au contraire dans quelque chose qui n'a de cesse que de tenir. Il n'est qu'à voir qu'aujourd'hui, si on pose la question à des hommes de science, et notamment ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences sérieuses, si on demande comme les autres, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, l'histoire, on est toujours un peu entre deux parce qu'on a... Bon, passons, ça a toujours été considéré comme une discipline mâle, la preuve. Mais en tout cas, bon, bref. Si aujourd'hui on demande à des hommes de science, ou à des femmes de science évidemment, qu'est-ce qu'une fille ou qu'est-ce qu'un garçon, on ne sait pas. C'est-à-dire que scientifiquement, on ne sait pas répondre à cette question, tout simplement parce que quand on dit fille à la naissance, eh bien, c'est à la vue d'une anatomie, d'une devanture, mais cette devanture parfois peut être très trouble, et je préfère utiliser le terme trouble que confus, mais passons. Et en tout cas, on se rend compte que du coup, on a bien décidé, nous, de dire, bon, ce qui ressemble le plus à une vulve, on va dire que c'est fille, et puis si ça ne ressemble pas, d'ailleurs, on va pratiquer des opérations chirurgicales pour que ça fasse comme si, ce qu'on appelle les opérations de réassignation. Et du coup, on se rend compte que toute notre société s'est organisée pour binariser, bicatégoriser. Et donc finalement, si on arrêtait cette organisation, on serait davantage dans de l'indifférenciation et vers du sexe qui pourrait être pensé comme un continuum entre deux pôles, qui serait du féminin et du masculin, non plus pensé comme des espaces, mais comme des pôles sur lesquels nos identités pourraient se mouvoir. C'est en citant Preciado qu'effectivement je parlais de ce propos qu'il met en avant en disant moi je me sens ni ça, ni ça, ni ça, parce que je me sens tout ça et tout ça à la fois en fonction effectivement de mon évolution. Et c'est là aussi qu'on parle de cheminement et de mouvement et d'évolution qui soit intime d'ailleurs ou politique ou théorique, mais on a chacun aussi un rythme à respecter là-dessus sur le côté trouble effectivement et non confus. Et comme quoi les mots sont importants, mais je n'entendais pas confusion comme confus, mais mélange peut-être. La question de la mode, elle est intéressante aujourd'hui. La question de la culture aussi, et disons de la pop culture qui est partagée. J'ai commencé cet échange avec Eddie De Pretto, mais on peut le continuer. Manon, par exemple, juste un mot sur, je ne sais pas vous, mais vous avez peut-être suivi Bilal Hassani ces derniers temps. C'est quelqu'un qui est dans dans une esthétique qui est particulière. Qui remet en question effectivement le féminin et le masculin. Le féminin et le masculin, et qui transcende finalement cette question des genres, qui peut porter des perruques de toutes les couleurs, de toutes formes, tout en ayant des costumes peut-être plus masculins. Mais c'est vrai que la mode, de toute manière... c'est un objet aussi que je trouve très pratique pour voir les frontières entre masculin et féminin, parce que la mode, c'est un lieu qui va toujours chercher le subversif, donc finalement, qui va toujours remettre en question ses frontières et qui va jouer soit sur l'inversion. Donc ça, c'est par exemple un Yves Saint Laurent qui met une femme en smoking dans les années 70. Donc là, on va jouer sur une femme qu'on habille en homme. Bien sûr, ça avait été fait avant. On pense à Dietrich, etc. Mais donc là, on joue et finalement, on renforce une idée qu'il y a un homme et une femme, parce qu'on ne fait que renverser des codes, mettre des garçons en jupe et des femmes en smoking. Donc là, on n'est pas encore dans un genre qui est complètement troublé, si on peut dire, quoi. Enfin, Cordélia, une réaction? Oui, non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le fait que est-ce que la mode réellement essaye de remettre en question ça, ou est-ce qu'au contraire elle le renforce. Je ferais bien un aparté sur il y a pas mal de marques, disons, qui ont sorti des collections dites unisexes. Il y a ce truc-là des vêtements sans genre, etc. Personnellement, quand je les regarde, je trouve que c'est surtout des vêtements sans forme plutôt que sans genre. Et bizarrement, ce qui est considéré comme unisexe, c'est quand même relativement des couleurs sombres, relativement des formes qui seraient considérées comme pas très féminines, même si j'aime pas ce terme, mais voilà. On est dans quelque chose qui est quand même très connoté masculin, je trouve. Comme si la neutralité c'était le masculin, et éventuellement on va mettre une jupe longue pour faire genre on est un peu edgy, mais ça va jamais très loin. Oui, et en plus ce qui est intéressant, c'est on va avoir des couleurs très très basiques, noir, blanc, ou ce qu'on considère comme étant le nude. Donc, ce qui, en plus, pose des problèmes comme qu'est-ce qui est la bonne couleur de peau. Donc, c'est vraiment... mais bon, justement, le but, c'est d'évoluer. Et je pense qu'il y a des créateurs qui jouent complètement avec les frontières et qui ne sont pas dans une inversion totale. Et du coup, qui transcendent en même temps, pas seulement des frontières de genre, mais des frontières, effectivement, historiques, des frontières de nationalité, des frontières des barrières de classe sociale. Je pense, effectivement, et après, il y a toutes ces questions
questions qui s'entrecroisent et que un Alessandro Michel chez Gucci, enfin bon, je sais pas si, mais bon, vous irez regarder Gucci, c'est tout à fait théâtral et on va dans tous les sens et on ne se pose même plus la question finalement, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, on l'a dépassé. Une réaction de Karine et puis j'ai une question aussi à Nicolas. Oui, non, juste, c'est presque plus une forme de témoignage et de question. Moi, je me souviens que dans les années 80-90, on échangeait volontiers nos vêtements et on était à la fois sur des t-shirts très colorés. C'était le début, alors je ne vais pas faire de pub pour certaines marques, mais bon, après tout, d'Oxbow, etc. Et on avait des couleurs bleues, etc. On portait tous des Levi's, on avait des Docs, on écoutait tous Cure, etc. Et c'est-à-dire qu'on ne se posait pas, me semble-t-il, ces questions-là. Et j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a eu, à la fois dans la mode, en tout cas, mais aussi dans le prêt-à-porter, une sorte de retour en arrière dans les années 2000, autour justement peut-être de ce qu'on appelle le gender marketing, c'est-à-dire cette volonté de vendre toujours plus et donc de catégoriser les couleurs, parce que pour le coup, je peux en témoigner, frères, copains, copines, eh bien, on se passait volontiers nos fringues et on n'était pas dans cette gamme chromatique aussi triste. Enfin, il me semble qu'on s'échangeait des choses avec des crics, avec des fleurs. Enfin bon, alors je ne sais pas si d'autres partagent ces souvenirs-là ou si c'est moi qui enjolive mes souvenirs. Juste oui, rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Mais oui, ce qui était super intéressant aussi dans les années 80, c'est que, enfin bon, là du coup je vire à l'international, mais vous avez la mouvance de créateurs japonais qui vont apporter un tout autre concept du genre, donc type Issey Miyake, Kenzo, etc. Et effectivement, comme vous le remarquez, dans les années 2000, on a finalement un retour de sexe complètement séparé parce que vous avez cette mouvance du porno chic. Donc le porno chic, voilà, c'est Tom Ford, enfin c'est un petit trio dans les années 2000 qui va resexualiser complètement la femme. Donc ce qui oblige à redonner des rôles à chacun. Donc une femme sexualisée qui va avoir certains goûts et un homme qui est complètement masculinisé. Donc en plus, voilà. Oui, non, mais ce jeu, effectivement, on parle d'inversion, on parle de redonner un rôle, c'est-à-dire qu'on joue toujours nécessairement, en tout cas, avec le féminin et le masculin, preuve qu'il est quand même toujours bien présent. Nicolas, réagir là-dessus peut-être, sinon j'avais une question sur l'expérience un peu intime que vous avez vécue, parce que c'est une reconversion d'avoir créé ce site ressources, mais devant le micro, Nicolas. À cet aspect de discussion sur la mode. Moi, je voudrais revenir quand même à ce qui est au cœur de tout. Je veux dire, quand on a des vêtements qui sont portés par une personne, au milieu de ces vêtements, il y a une personne. Donc, pour moi, au-delà des aspects d'expression du créateur, du créateur qui va créer une collection, qui va créer un vêtement, au-delà des aspects de récupération, marketing ou commerciaux qui peuvent être faits par des marques pour récupérer des mouvements et pour essayer de se positionner, le vêtement donne quand même une possibilité extraordinaire dans la mesure où on a un minimum branché sur ce que ça peut permettre de faire, d'exprimer qui on est à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que on parle de gens, on parle de personnes qui peuvent porter différentes choses en elles, différents genres, différentes énergies en elles, mais qui peuvent très bien porter, comme je ne sais plus quel acteur qui est monté sur les marches des Oscars avec une robe smoking. C'était un homme, c'était un vêtement qui exprimait, je pense, clairement qui il était. Mais c'est lui qui l'a choisi. Je veux dire que ce n'est pas la marque, c'est pas la mode qui l'a imposé. Et je voudrais juste attirer l'attention sur l'importance de garder ce discernement et de garder cette conscience. C'est que c'est nous qui décidons des vêtements que nous nous mettons sur les épaules, ce que nous mettons dessus. C'est pas le créateur qui va le décider, c'est nous. Jusqu'à un certain point, oui, mais effectivement, c'est pour prouver une identité qui, selon vous, est donc qui se mêle, qui se mélange, qui évolue. Mais juste pour revenir sur cette expérience-là, parce que je ne sais pas si vous pourriez expliquer aussi comment, en 2 mots, vous êtes arrivé à créer ce site de ressources, donc je reprends vos mots, sur l'accompagnement du masculin. Qu'est-ce qui vous a, sans raconter toute l'histoire, vous vous êtes dit, tiens, je vais accompagner le masculin. Donc quel masculin ? On va essayer de faire court. En tout cas, là, je suis de la génération, on n'est pas tout à fait de la même génération. Alors, c'est vrai que moi, j'arrive d'un monde qui était quand même très bipolarisé, masculin-féminin. Je ne vais pas parler de ma trajectoire professionnelle, mais en tout cas, on va dire qu'il y a eu un moment dans ma vie où, on
va dire que les vraies questions sont devenues indispensables. Il était vraiment indispensable de se les poser. Je reprends ce que vous m'avez dit aussi quand on a préparé cette table ronde, c'est vous avez été élevé comme un garçon à l'époque. Qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, franchement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on va pas faire dans la caricature, mais bon, moi je suis pied noir, de famille pied noir. Donc en fait, il n'existait que des hommes et des femmes, hein, et un homme devait être comme il devait être. Hein, voilà, il devait être comment alors? Moi, on m'a demandé pour rester le premier de la famille, on m'a demandé pour avoir le droit de rester sur le piédestal, on m'a demandé d'avoir du pouvoir, on m'a demandé de gagner beaucoup d'argent. On m'a demandé d'avoir une position sociale, mais on tourne beaucoup autour du pouvoir. C'est quand même l'essentiel de ce qui m'a été demandé. Et à un moment, vous avez dit non, en fait, j'ai pas envie d'être cet homme-là. Cet homme-là. Alors on va dire que ça ne peut pas se faire en un moment, parce qu'il faut bien comprendre que quand on est pris là-dedans, on ne peut pas s'en dégager en faisant comme ça. Quoi. Voilà. Donc il y a tout un cheminement qui s'est fait par une suite d'expériences qui peuvent être taxées d'échecs, mais qui m'ont amené là où je suis, donc ce n'est pas des échecs. Et qui à un moment donné ont généré un travail personnel, d'accord, pour essayer de faire voir un petit peu ce qui se passait. Et c'est dans ce travail, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie, du tout. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y en avait beaucoup qui relevaient d'atavisme, qui étaient liés au masculin et à l'éducation que j'avais reçue. Et voilà. Donc un travail personnel. Et suite à différentes expériences de ma vie, on ne va pas non plus encore toutes les développer, on va dire que l'année dernière, il y a eu un choc assez violent dans ma vie, un choc à tous les niveaux, qui m'a amené à décider de ce que j'avais réellement maintenant, à 60 ans, envie de faire dans ma vie. Or, je considère que dans les 20 dernières années que j'ai vécues, l'investissement le plus productif que j'ai pu faire, ça a été cet investissement dans la compréhension du pourquoi et du comment de ce qui allait et de ce qui n'allait pas dans ma vie. Et c'est là justement que se sont révélées toutes ces dimensions relatives aux atavismes masculins. Donc ensuite, j'avais une vie très égocentrée quand même, et donc j'ai commencé à avoir envie de m'occuper des autres, et de l'idée de créer ce accompagnement du masculin, qui est un site donc de ressources. Allez-y, je ne vais pas... Non, c'est ce que j'allais réagir aussi, puis réagissez aussi si vous le voulez à ça, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont intéressantes. C'est qu'on m'a demandé d'être masculin, donc d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, donc du pouvoir, et donc d'avoir une certaine domination. Donc voilà, je pense que c'est très clairement dit, et qu'à un moment donné, vous avez dit j'ai envie de m'occuper des autres. Et moi, quand j'entends, et je me retourne vers Karine, Cordélia aussi sur ces questions-là, s'occuper des autres, c'est très féminin. Non ? On va parler d'une énergie peut-être féminine. Ça peut être très féminin dans l'histoire, l'histoire du care également, c'est quelque chose de très féminin. On prend soin, on peut le voir dans les métiers aussi, infirmière, sage-femme, etc. Et peut-être que c'est là aussi que se pose l'expérience de Nicolas, pose des questions extrêmement intéressantes sur ces stéréotypes qui de toute façon nous sont transmis et dont on peut se détacher ou dont on arrive ou pas d'ailleurs à se détacher. Peut-être aussi réagir là-dessus pour être ce que l'on est. Je ne sais pas si c'est un petit peu résumé, mais en tout cas, c'est pour avancer un peu sur la question. Oui, moi, ça me ramène un peu à... En fait, on parle de masculin jusqu'à présent et féminin, mais en fait, on est là, on touche aux questions de déconstruction de la masculinité, en fait, et de la masculinité comme la domination et le pouvoir. C'est la masculinité hégémonique qui est construite justement pour avoir le pouvoir et dominer les autres, etc. Et je t'explique très mal. Non, mais dont peuvent souffrir les hommes par ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est une question qu'on entend beaucoup aussi. Karine, ouais. Non, moi j'ai juste envie de dire que le récit qui vient d'être fait, c'est un récit d'émancipation. Et je dis régulièrement que travailler sur le genre, c'est travailler sur un chemin d'émancipation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le féminin et le masculin, donc nos identités, ce qu'on appelle les identités de sexe, c'est en fait des carcans, on peut dire normes, etc. En tout cas, c'est des choses qui nous conforment, qui nous enferment, qui nous obligent, qui nous maîtrisent, qui nous dominent. Et de fait, à partir du moment où on accepte de se confronter avec cela, c'est déjà être sur un chemin émancipateur, ou en tout cas, on va prendre un peu d'espace. Alors après, d'autres vont trouver plus confortable de se conformer, parce qu'effectivement, dans une société qui est encore majoritairement bicatégorisée, c'est aussi très confortable d'être là, quand on peut.
Mais pour d'autres personnes, et quels que soient nos parcours et nos histoires, ça peut être très compliqué de rester dans cette petite case ou dans cet espace, même si on considère généralement effectivement que la case du masculin a un peu plus d'espace, un peu plus large. Mais effectivement, moi, j'entends en tout cas le récit d'une émancipation, de cette volonté de se détacher, de détricoter ces liens qui nous ont été mis comme ça, au cœur, à la tête, aux jambes, dès la plus tendre enfance. Et c'est ça, à mon sens, la question du genre, c'est s'émanciper, se libérer soi, et puis aussi regarder et le faire avec d'autres, hein, parce que c'est pas que des chemins égocentrés, on n'est pas dans quelque chose qui aurait lieu, qui serait du développement personnel, parce qu'il y a éminemment des questions politiques, et c'est d'abord des questions politiques que ces questions-là, parce que c'est à voir avec le pouvoir. Et là aussi, je parlais de prendre soin, parce que ça m'a interpellée vraiment sur la question de... J'avais envie de prendre soin des autres, mais sur cette question aussi de la féminité, parce qu'on parle de s'émanciper de ces carcans masculins, de masculinité ou de féminité aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider d'être une femme qui n'est pas passive, soumise. Je vais dans les clichés volontairement pour qu'on les déconstruise ensemble, mais ça aussi, c'est une libération qui tient à tous et toutes, en fait, qui peut se faire, qui peut pas toujours se faire très vite, ou qui peut pas se faire tout court, mais qui peut se faire. Ou pas, mais je crois que c'est ça. Il faut aussi reconnaître le fait que d'aucun ou d'aucune décide de ne pas s'émanciper. C'est aussi une liberté que de rester là. Mais le tout, c'est une prise de conscience. En tout cas, moi, je crois que... Et d'ailleurs, ce type de réunion, ça permet une prise de conscience. L'idée, c'est pas de dire libérez-vous, c'est-à-dire d'être dans des formes d'injonction. Je pense s'il y a des femmes qui s'épanouissent dans des fonctions du prendre soin, du care, y compris par exemple des questions autour de la maternité, etc., elles sont tout aussi respectables que celles qui décident d'autres chemins. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui devrait être, mais bon, en même temps, c'est de pouvoir avoir des multiplicités de chemins autour de ces questions-là, et donc une fois encore troubler ces questions de genre, démultiplier les figures, les modèles. Et à mon sens, l'enjeu de la culture, c'est ça. C'est-à-dire que l'enjeu de l'art ou des arts et de la culture, c'est de donner à voir de multiples possibles pour chacun et chacune. Tout le contraire, en gros, je le dis un peu vite, mais à mon sens, c'est un peu ça, de ce qu'on offre aujourd'hui aux enfants, c'est-à-dire un modèle assez balisé, alors bon, je vais caricaturer, mais en bleu, puis un modèle assez balisé en rose. Et les injonctions que vous avez eues enfants sont aussi celles que reçoivent aujourd'hui de très nombreux enfants, au prix parfois de beaucoup de chagrin et de malheur et de difficultés, quelles qu'ils soient. Je voulais poser une question à Cordélia justement sur la question de la prise de conscience. Juste un petit, pour voir, tout va bien? Ça va? Ouais. Pour parler un petit peu, juste l'énergie de la salle, comme ça, qui se sent masculin et féminin à la fois? D'accord. Qui se sent plutôt féminin? On répond pas, pardon. Non. Ah oui, on peut répondre. Elle a joué. Qui se sent vraiment... Qu'est-ce que j'ai dit? Donc plutôt vraiment féminin? Homme ou femme, hein, d'accord. Et qui se sent... Non, surtout... Alors, pas de pourcentage avec moi, ni de sondage. Croyez-moi, j'y crois pas. Et plutôt vraiment plus masculin. On l'a compris, hein, dans les stéréotypes qu'on nous enseigne. D'accord, ok. Non, donc on a quand même du masculin-féminin en même temps, en majorité. Ça, c'est quand même intéressant. Sur la question de la prise de conscience, justement, est-ce que c'est une des raisons, Cordélia, pour lesquelles vous faites... et je vous invite aussi à aller voir après le travail de nos intervenants et intervenantes, des vidéos sur YouTube, des vidéos qui peuvent parler à la fois de quelque chose d'assez intime ou bien de littérature aussi, donc de conseils personnels, j'allais dire, sur j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai vu, j'ai pas vu, et ce qui est aussi la vague des youtubeurs aujourd'hui, youtubeuses, hein, on s'incarne comme quelqu'un qui parle directement à l'écran, qui dit voilà, ça c'est mon avis, je vous le partage. Qu'est-ce qui a fait que vous avez... décider de vous mettre aussi en place publique, ce qui n'est pas forcément évident. Ouais. Voilà, faut le dire. Déjà, pour continuer, en fait, ce qui vient d'être dit, il y a ce truc de choisir de s'émanciper, etc. Et justement, en fait, du coup, je voulais revenir là-dessus. Parfois, en fait, on n'a pas le choix. Enfin, moi, en tant que personne queer, j'ai pas vraiment eu le choix de m'émanciper et de sortir de la norme, puisque j'étais déjà à l'extérieur, en fait. Et du coup, mon travail sur Internet et le fait que je prenne la parole pour parler de littérature queer et de littérature féministe et essayer de donner des clés, en fait, aux personnes qui regardent et des conseils lecture pour en fait, se découvrir soi. En fait, c'est un peu ça. Parce que moi, quand j'étais ado, j'étais paumée, je savais pas ce que
savais pas ce que c'était être lesbienne, gay, bi, trans. Enfin, j'avais aucune idée de tout ça. Il y avait quelques personnes à la télé, des mecs gays, ça me parlait pas du tout. Et du coup, j'avais aucune clé pour comprendre ce que j'étais et comprendre pourquoi ça n'allait pas et pourquoi j'avais l'impression de pas rentrer dans la case. Et j'ai découvert à 18 ans que la bisexualité, ça existait et que c'était un vrai truc et que c'était OK. Et j'ai pleuré pendant une journée parce que c'était quelque chose de très fort de se rendre compte de ça et de se rendre compte aussi qu'on n'est vraiment pas dans la norme, en fait. Et dans la case. Et dans la case, encore ouais. plus intéressant que norme. Et dans la case du féminin et de la femme qui devrait être hétérosexuelle, avoir des enfants et des trucs comme ça. En plus, à ce moment-là, il n'y avait même pas le mariage. Et le premier truc que j'ai pensé, c'est genre, ah, mais en fait, je me marierai peut-être jamais. Enfin, il y avait ce truc-là un peu symbolique, en fait, parce qu'en tant que fille, on est un peu éduquée dans l'attente du prince charmant et on va se marier, on va avoir une belle robe et on aura des enfants. Ou en tant qu'homme, d'avoir une belle voiture, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir un métier très puissant qui nous permet... Et une belle femme. Et il y avait ce truc-là, et tout d'un coup, en fait, ça s'effondrait comme un château de cartes. Et de fil en aiguille, je me suis engagée dans des associations LGBT. J'ai rencontré plein de gens, etc. Et je me suis formée sur ces questions-là. Et aujourd'hui, si je prends la parole sur Internet, c'est aussi pour transmettre en fait ces connaissances-là, parce qu'il y a eu un moment où je pouvais faire des interventions dans les milieux scolaires. Je suis formée sur la lutte contre les discriminations, les trucs comme ça. Je faisais du bénévolat pour aller dans les classes de collège et de lycée pour parler de LGBT-phobie, de lesbophobie, de biphobie, transphobie, etc. Et il y a eu un moment où je ne pouvais plus le faire, et du coup, je ne pouvais plus passer le flambeau, passer ces trucs-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler sur Internet. Et aujourd'hui, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans que je fais ça, que ce soit par des vidéos ou des écrits, parce que je suis écrivain aussi. Et à chaque fois que je vais à des dédicaces ou que je fais des rencontres et que je rencontre les gens qui suivent globalement mon travail, c'est des personnes qui disent merci de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir montré que c'était possible de faire autre chose et de m'avoir conseillé ce bouquin qui a changé ma vie parce que je savais pas que ça existait, c'est beaucoup de discours comme ça de personnes qui ont eu accès à des ressources, et que ce soit via moi ou via n'importe qui, je m'en fiche, mais en fait c'est des gens qui ont eu accès à ces trucs-là et que moi à l'époque j'ai pas eu accès. Une sorte de réparation. Ouais, il y a un truc de réparation. Genre oui, de vengeance aussi, je sais pas. Peut-être de vengeance, et pourquoi pas finalement, quand c'est transformé dans quelque chose de positif qui est de l'ordre de la transmission. Et je crois que vous, et je m'inclus aussi, nous sommes dans cette question-là, à nos endroits différents. Transmettre d'ailleurs sur des questions de LGBTQ, c'est ça qu'on dit, hein, voilà. Ou aux hommes, parce que c'est ça, vous accompagnez le masculin finalement, donc c'est quand même plutôt d'accompagner des hommes. Ou d'être dans un zéré de mode pour savoir comment elle évolue, ou dans l'histoire pour connaître ce qui nous attendait et ce qui nous attend peut-être aujourd'hui et comment ça peut évoluer. Je ne sais pas, est-ce que cette question de la transmission, aujourd'hui, elle est fondamentale ? Moi, je crois que oui, d'en parler, en tout cas. On va ouvrir bientôt la discussion, d'ailleurs, justement. Peut-être quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Cordélia ? Non, juste oui, sur la question de la transmission, c'est vrai que c'est très important, et je rejoins aussi avec ce qui a été dit tout à l'heure à propos du fait que, par exemple, dans la mode, je pense qu'il est important aussi, c'est de rappeler constamment qu'effectivement, on a des créateurs, mais on a les gens qui font les vêtements et qui donnent une identité aux vêtements, et que finalement, c'est un échange permanent entre une réception et des gens qui produisent. Et dans la transmission, ce qui peut être important, c'est de rappeler ça et de montrer des figures qui sont plurielles, qui peuvent être à la fois effectivement là très féminines, là on va dire qu'elles sont très liées à des codes masculins, mais en même temps ça reste des figures plus complexes, et en parler avec un peu plus de complexité justement, et ne pas les réduire. Enfin, je sais pas,
il y a des débats, même qu'est-ce que serait d'être féministe? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Est-ce que ça veut dire que être féministe tout de suite, si je suis futile, si j'aime le maquillage, si j'aime me brosser les cheveux et que j'aime le rose et Kim Kardashian, je ne peux pas être féministe. Donc voilà, c'est à partir du moment où on pose des injonctions, ça devient problématique. Donc voilà, la terreur féministe ne plane pas sur cette salle. Non. Rassurez-vous. Réagir là-dessus aussi, Karine? Oui, juste sur la transmission, je crois que c'est important surtout d'imaginer qu'on est chacun et chacune vecteur de transmission et pas forcément que d'aucuns se sentent missionnés pour. Ça, c'est la première chose. Et je crois que c'est justement ça aussi, la pluralité des voix, notamment aujourd'hui sur les réseaux. C'est ça qui est vraiment super intéressant. En tout cas, ça porte et je crois volontiers qu'il y a des youtubeurs ou des youtubeuses qui influencent davantage que des profs, ce qui parfois d'ailleurs est pas mal. Ça dépend des profs, mais passons. Mais en tout cas, je crois que surtout, il ne faut pas attendre de l'institution, et notamment de celle que je peux représenter, à savoir l'éducation nationale au sens large, d'être non plus le lieu de la transmission pour des modèles émancipateurs, contrairement à ce qu'on croit souvent. L'école n'est pas toujours... En revanche. Comment ? Le lieu de la réflexion. J'aimerais bien, mais en tout cas critique de moins en moins, et les réformes à venir, très clairement, ne portent pas vers ça. Parce que vraiment, là, ça devrait être le lieu. En tout cas, et quand on entend que des jeunes de cette génération, en tout cas à 18 ans, n'ont pas eu de modèle, etc., ça montre bien, en tout cas, les vides qu'il y a dans ces institutions-là. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment de quoi réfléchir. Et en tout cas, il me semble que les enseignants et les enseignantes, mais aussi tous les lieux, et notamment des lieux de culture comme celui-là, devrait en tout cas avoir cette mission. Alors vous le faites, c'est pas partout, et donc vraiment un grand bravo en tout cas pour votre engagement sur cette thématique. Mais en tout cas voilà, prendre conscience en tout cas qu'aujourd'hui encore, eh bien c'est dans les à côté de l'institution, de la famille souvent, de l'école, des lieux de socialisation, que des jeunes gens et des jeunes filles et puis des jeunes queers, des jeunes trans vont chercher de l'info, parce qu'en tout cas il y a encore des lieux où ça manque, et notamment où c'est pas transmis, notamment dans l'éducation nationale. Des jeunes garçons aussi, bien sûr. Non, mais vraiment, je pense qu'on est là, tout à fait d'accord sur l'inclusivité de la question et des questions posées. On a 5 minutes encore à discuter, puis on ouvre les questions. Ça vous va? Ouais, Nicolas, une réaction là-dessus peut-être? Oui, sur la dimension de la transmission, je crois qu'on est quand même tous maîtres de transformer, de se transformer et de se mettre en quête de ce à quoi on correspond. L'environnement dans lequel on est, la société, la dimension culturelle, artistique, on est dans un environnement qui effectivement peut nous aider, nous éclairer, ou même à travers ce qui peut être fait, présenté comme sur YouTube, ou ce que je peux écrire sur les blogs du site internet, ou ce que nous quatre nous faisons, en fait, c'est mettre des ressources à la disposition de ceux qui aspirent à autre chose. Okay. Alors, ce que je voulais dire, c'est, parce que là je m'embrouille un petit peu, mais ce que je voulais dire... Non, mais précisément, quelles ressources vous mettez sur votre site à destination de l'accompagnement du masculin? Alors, moi, je viens d'une boîte qui s'appelle Homme Masculin, ok. Donc j'ai vu dans ma vie d'homme, dans ma relation de couple, dans ma relation avec les autres, toutes les problématiques que ça peut générer. Donc à partir de là, j'ai fait mon travail. Ce n'est que mon travail. Les problématiques ou les problèmes, du coup? Est-ce que c'est... Des problèmes. Bon, donc, honnêtement, je ne sais pas la différence entre les deux. Trouver, la ressource, ça va être par exemple de dire, voilà, moi, c'est un témoignage, ce n'est que du témoignage. C'est de dire, voilà, cette problématique, ce problème, je l'ai vécu dans ma vie. Voilà moi comment je vois, voilà le regard que je pose là-dessus. Et voilà, et pour moi c'est un témoignage, parce qu'on ne fait tous que témoigner de ce qu'on vit. Après c'est à la personne qui a envie de se transformer, de dire ça me parle ou ça ne me parle pas. Vous allez me trouver insistante, un exemple. Un exemple non mais c'est vrai, d'un problème, je pense, pour éclairer aussi cette question-là. Dans une relation de couple, la prise de pouvoir, même si elle est très très light, peut devenir quelque chose d'extrêmement, non seulement polluant, mais qui va totalement nuire à la capacité de partager ce qui est quand même un petit peu l'essentiel, c'est-à-dire de l'amour entre deux personnes, par exemple. D'accord ? Ça c'est très très basique, ok ? Entre deux personnes ou plus, a dit Karine, pardon, mais c'était très bon. Je me permets de le dire. Après, le deuxième point que je voulais juste aborder ou survoler, c'est que c'est quelque chose qui pour moi est important. C'est-à-dire que la société,
pour que la société change, on a besoin d'un changement, pour moi, on a besoin d'un changement de masse, d'un changement d'ampleur. Quand les problèmes sont aigus, ils sont plus faciles à repérer, et il est plus facile quand on a une balance avec un plateau d'inconvénients qui pèse très très lourd, de se dire, là maintenant, il faut arrêter, il faut que je fasse quelque chose et se mettre en chemin. C'est la vie qui vous y confronte, parce que la difficulté est importante. Je crois qu'un des problèmes qu'on a, et moi je le rencontre au niveau par exemple, des groupes de parole, c'est qu'un homme qui va entendre parler de maltraitance faite à des femmes va très vite, l'attitude est très simple, elle est très, même caricaturale. Elle est de dire, ok, est-ce que moi je fais ça ou est-ce que moi je fais pas ça? Donc évidemment, ça va être vite vu, évidemment qu'il ne le fait pas. Donc s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il va pouvoir continuer à s'autoriser les petites maltraitances de tous les jours qu'il commet, lui, dans sa vie. Parce que les grosses maltraitances, celles qui sont facilement identifiables, c'est les premières qui vont être ciblées. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, et ça c'est la masse, si on veut que, c'est les petites maltraitances et les petites problématiques qu'il faut aller chercher. Mais le problème, c'est qu'elles ne génèrent pas beaucoup d'inconvénients dans la vie de l'individu. Okay, voilà. Donc c'est juste cette chose, on parle beaucoup les personnes qui militent, les personnes qui se battent pour des causes qui sont importantes pour elles, ont vécu ou sont exposées à des problématiques qui sont relativement aiguës. C'est bien parce qu'elles offrent un contexte de réflexion globale, mais la masse des gens, ce ne sont pas des gros problèmes, mais ces problèmes-là, ils sont tout aussi importants à traiter parce que c'est là qu'il y a l'inertie, de la société. Oui. Juste une question qui peut aussi faire le lien entre vous tous et toutes et le thème de cette table ronde, avant de vous donner la parole, vraiment, promis. C'est la question de la culture aujourd'hui. Alors on va prendre la musique, l'art, oui je sais c'est gros, mais c'est comme ça, on a beaucoup de temps. L'art, la musique, la peinture, aujourd'hui, d'accord, le cinéma. Est-ce que, et ça ce sera ma dernière question pour chacun d'entre vous, à vos endroits différents, hein, que ce soit... D'ailleurs, voilà, tous les endroits différents qui peuvent analyser différemment cette question. Est-ce qu'il y a une représentation, à votre sens, qui est complexe? Moi, j'aime bien le mot complexe. Je ne sais pas si vous l'aimez aussi, mais c'est complexe, ça ne veut pas dire problématique. C'est complexe, c'est chargé de plein de choses, de plein d'identités, qui changent, parce que l'identité change tout le temps, en fait, au moment où on en parle. Est-ce qu'il y a une représentation dans la culture, aujourd'hui, assez, pour vous... qui colle assez à la complexité du féminin et du masculin dans notre société? Cordélia. Alors moi du coup je peux parler de littérature jeunesse puisque c'est le cœur un peu de mon travail et ce à quoi je m'intéresse le plus. Donc alors je dirais qu'en littérature jeunesse il y a des choses qui évoluent sur les thématiques sur les problèmes les questions de représentation plutôt. Les questions de représentation LGBT, donc lesbienne, gay, bi, trans, c'est ce que j'étudie en particulier, mais aussi sur la représentation des femmes dans la littérature jeunesse ou des petites filles, la représentation un peu difficilement des personnes racisées, donc, c'est-à-dire qui subissent le racisme, pour définir le terme. Mais c'est compliqué, comment dire. Il y a des choses qui n'existaient pas avant, c'est un fait. Maintenant, vous pouvez trouver, si vous voulez, un livre pour ados de, je sais pas, 13 ans avec une héroïne lesbienne, c'est possible, vous pouvez le trouver. Vous pouvez éventuellement trouver un album pour enfants, pour aller 6 ans, avec une petite fille qui a les cheveux crépus. C'est possible de trouver. Mais ça reste quand même rare. Des petites touches. Et surtout, il y a aussi ce truc que je trouve dans l'édition de par exemple, une maison d'édition va avoir un bouquin avec un personnage trans, en fait. Et à partir du moment où il y en a un, c'est un peu comme si, j'ai l'impression, elle considérait que c'est bon, on a traité le sujet, en fait. C'est bon, il y a un bouquin, il est là. C'est bon, j'ai un bouquin avec une petite fille asiatique. C'est bon, allez, hop, case cochée. Et du coup, déjà, ça devient hyper lacunaire parce que du coup, il n'y en a pas assez. Et en plus, on manque cruellement en fait d'intersection entre tout ça, parce que les représentations, par exemple,
d'adolescents gays en littérature ado, et ben ça va être des adolescents gays qui sont blancs, qui sont valides, donc c'est-à-dire pas en situation de handicap ou pas malades, qu'est-ce que je pourrais... Oui, bon, voilà. Par exemple, c'est déjà pas mal. Et on va avoir beaucoup plus difficilement des récits de... je sais pas, par exemple, ça pourrait être d'adolescentes trans qui seraient aussi lesbiennes. Ça ferait trop, par exemple. Et du coup, il n'y en a pas. Et du coup, il y a des petites choses qui avancent, mais ça va pas assez loin, ça reste selon moi, et ça reste des exceptions. Et c'est souvent quelque chose que je dis, à partir du moment où j'arrive à faire les listes de tous les livres qui concernent un sujet. Par exemple, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur la littérature, la représentation trans dans la littérature ado, donc des enfants transgenres. Et j'ai pu amener tous les livres dans une valise et je les ai tous posés sur la table. Tous ceux que j'ai trouvés. Et après coup, il y en a 2 ou 3 que j'ai trouvés que j'avais pas repérés, mais il y en avait une trentaine et c'était tout ce qu'il y avait. Pour la littérature jeunesse, en tout cas. C'est ça, après, pour la littérature jeunesse. C'est la spécialité. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et d'un Tomboy au cinéma qui a été vu quand même par beaucoup de gens, de Céline Sciamma, qui fait que... Après, il y a aussi d'autres questions, mais pour vous, ça reste tout cas dans la littérature. En tout cas, c'est ce que je peux dire en littérature. C'est qu'il y a des choses qui avancent, mais c'est pas assez et ça reflète pas encore la complexité des identités. Karine? Je ne suis pas une grande observatrice de la culture contemporaine. Ce que je peux dire, c'est que si on se réfère à ce qui marche, ça ne bouge pas. Si on regarde les derniers grands succès au cinéma, les super-héros et les super-héroïnes sont quand même un peu dans des caricatures. Une grande question autour de La Reine des Neiges qui va sortir. Ça ne vous a pas échappé de savoir si oui ou non elle aura une petite copine, tout ça? Non? Ah, bon, c'est spoilé. Non, mais reste que là, on passe sur les questions de sexualité, mais si on reste sur féminin, masculin, La Reine des Neiges est quand même très féminine. Donc, bon. Donc, j'ai en tout cas le sentiment, quand on regarde ce qu'on appelle la production mainstream, en tout cas celle qui est la plus consommée, puisque c'est quand même aussi un objet de consommation, on se dit qu'effectivement, on n'est pas dans des choses très révolutionnaires, même si... l'année dernière, le Festival d'Avignon était consacré à la question du genre, même si effectivement, dans des marges ou dans des périphéries, ces thématiques-là apparaissent. Les Inrock, Télérama, etc. Font des unes pour contrebalancer celles dont vous avez parlé sur Valeurs Actuelles, font des unes autour des questions trans. Chris, par exemple, c'est des figures comme ça, Eddie Despretto, qui émergent du cinéma, en tout cas, qui va poser ces problématiques. Il n'en demeure pas moins qu'on est là sur des effets de marge, qu'il y a quelque chose aussi un peu de posé, comme justement relevant de la marche, un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses par touche qui bougent. Après, est-ce qu'on peut dire qu'on est là dans quelque chose qui serait une lame de fond ou un mouvement de fond? On n'y est pas, loin de là. Mais je crois que c'est aussi à nous de nous interroger aussi pour devenir aussi des consommateurs et des consommatrices de culture éclairées par rapport à ça. Et par ailleurs, je considère qu'on peut tout à fait aller voir des blockbusters hyper stéréotypés en ayant de la distance critique. Donc c'est toujours un peu compliqué de répondre entre ce qu'on consomme n'est pas forcément ce à quoi on adhère. Oui, donc là aussi, c'est un peu compliqué. Donc je ne sais pas que dire de plus, si n'est qu'en tout cas, ces figures, elles existaient déjà avant. Oui. Alors peut-être pas dans la littérature jeunesse, effectivement, il y a aussi des innovations, mais c'est vrai que des figures qui étaient des figures d'identification, qui bougeaient en tout cas le féminin et le masculin, qui étaient des figures un peu plus indifférenciées, ça a pu exister. Et ça va continuer. Voilà. En tout cas, je ne suis pas, vous l'aurez compris, d'un optimisme démesuré ou mais débordant. Effectivement, ce que j'ai retenu là de votre intervention, c'est la question de l'esprit critique et de s'intéresser, et de la curiosité d'aller voir. Ça, après, à chacun son endroit. Une petite réaction de vous deux avant de laisser la parole. Petite réaction, du coup, très rapide pour laisser les gens parler. Ouais. Donc peut-être par rapport à la mode, y a à la fois effectivement l'ouverture et la fermeture, c'est double de toute manière. Effectivement, par rapport aux marges, c'est super intéressant parce qu'effectivement on définit des marges constamment, donc c'est de savoir où on en est dans qu'est-ce qui est à la marge. Et dans la mode, c'est super important parce que on se nourrit tout le temps de ce qu'on définit comme étant à la marge, sauvage, extravagant. Donc qu'est-ce que veut dire l'extravagance? Et on a eu justement un gala de mode récemment qui s'appelle le Met Gala, qui est lié à
à l'exposition du Met, et le terme c'était camp. Donc camp, c'est justement c'est être entre plusieurs genres et naviguer dans le genre. Et qu'est-ce que ça veut dire en 2019? Donc c'était finalement un moyen de voir ça. Et bon, il y avait autant d'ouverture que de fermeture, donc il y a les deux. Et juste pour rebondir, je pense aussi que la mode de toute manière doit se nourrir de ce qui se passe du consommateur, et qu'à l'heure actuelle on a un outil qui s'appelle les réseaux sociaux et qui est en train de redéfinir les marges, parce que finalement ça donne une voix autre, ça donne d'autres voix et qui vont s'exprimer autrement et qu'on est obligé de prendre en compte. Et du coup malheureusement les forces économiques font qu'on a enfin peut-être plus de réponses et plus d'ouverture. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Nicolas ? Alors, bon, moi aussi, je ne suis pas un grand observateur de la culture, donc juste deux choses. La première, c'est que par rapport à ce qu'a dit Cordélia, je suis... moi, mon témoignage, puisque effectivement, j'ai 60 ans, donc j'ai quand même vu des choses... Aujourd'hui, je vois des choses dans la société qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui n'existaient pas il y a 30 ans. Donc, ce que vous avez décrit par rapport à littérature jeunesse, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, on accepte des choses, on reconnaît des choses dont on était extrêmement loin il y a 30 ans. Donc, sans présager de comment ça va se terminer, parce qu'il n'y a pas de fin, mais dans quel sens ça évolue, moi, mon sentiment, c'est que ça évolue dans le sens d'un seul genre, c'est le genre humain. Et je voudrais juste conclure moi de mon côté sur une chose. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à me mettre en chemin, mon épouse m'a dit quelque chose qui m'a... j'ai rien compris. J'étais assis, heureusement. Elle m'a dit, voilà, l'homme du futur, c'est Tintin. Donc voilà un héros qui est connu, qui est extrêmement connu. Tintin est un héros qui est totalement asexué et qui est monogenre. D'accord ? Donc l'homme du futur, ça pourrait être Tintin. D'accord, et ben on va rester sur Tintin. Pourquoi pas, la discussion là s'ouvre, pour le coup particulièrement. Je pense qu'il y a un micro dans la salle. Merci madame, parce qu'on ne peut plus dire mademoiselle. Pardon. Je vous conseille, moi, parce que je prêche pour ma paroisse, la radio aussi, c'est formidable la radio, comme curiosité, comme culture aussi, culture au pluriel. Le podcast Yes, avec 3 S, sur plutôt le harcèlement, mais sur les questions effectivement féministes, et puis sur du témoignage, qui s'appuie sur du témoignage et qui est fait en plus à Marseille par la Podcast Factory, donc c'est local. Et c'est bien aussi de valoriser du local. Et puis vous connaissez sûrement les couilles sur la table, pardon, c'est pas un gros mot, de Binge Audio, notamment des entretiens hyper intéressants que vous pouvez réécouter en ce moment sur la question du féminin et du masculin, qui peuvent vous intéresser. Et puis un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio. Voilà.